Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser à cette chose là. Alors cette chose là c'est un multimètre de marque Matrix, donc fabriqué par la firme ITT Instruments, qui est une boîte française qui fabrique des multimètres plutôt haut de gamme, hein. En fait, si vous voulez la comparaison à peu près, c'est comme si vous aviez donc du Fluke, voilà, qui est une marque américaine, qui est pareil, c'est une super marque ça. N'achetez pas un multimètre bas de gamme voilà, si vous tombez sur une bonne occasion, prenez un truc comme ça vous tiendra, c'est garanti à vie, ça vous tiendra un sacré bon moment. Celui-là il date de 1985, hein, c'est pour vous dire, et il marche comme au premier jour, hein. C'est un truc de fou. Voilà, donc la parenthèse Fluke est terminée, on va retourner donc sur le Matrix. Donc on va confier ce multimètre parce qu'en fait il ne fonctionne plus. Alors je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc la personne qui l'avait avant faisait des mesures de courant, voilà, donc il avait les sondes qui étaient branchées ici, là, comme ça, voilà, entre commun et 10 ampères, comme c'est marqué là, et à un moment, il a fait ça, donc il est passé en mesure de tension, mais le problème c'est qu'il n'a pas déconnecté les fiches ici, et il a branché ça directement dans sa prise de 120 volts. Et il faut savoir qu'en fait quand vous mesurez un courant ici, c'est comme si vous aviez un court-circuit entre les deux fils. Donc en fait il a court-circuité son réseau de 130 volts avec le multimètre. Alors dans le multimètre il y a des mesures de protection qui se sont mises en place automatiquement, donc le fusible a fondu. Mais après remplacement du fusible, le multimètre ne fonctionne toujours pas. Donc je vais vous montrer qu'il ne marche pas. Donc je vais me mettre en volt. Je l'allume. Donc je vais mettre une pile donc sur le 2 volts. Voilà, je suis sur le cadran 2 volts. Alors ici vous avez un afficheur numérique et un afficheur analogique. Voilà. Et là je mets ma pile et vous voyez qu'il ne se passe rien. Voilà. Et c'est pas ma pile qui est foutue, mais mon réglage qui est pas bon. Je vais vous prouver que ma pile n'est pas foutue. Voilà, donc là on prend le Fluke. Voilà, je prends ma pile. Voilà, 1,4 volts. Donc il y a bien une tension qui arrive là, et lui il n'est pas capable de faire la mesure. Et là vous vous dites, mais pourquoi tu as accepté de réparer un vieux machin comme ça, c'est un machin aiguille, en plus il n'y a pas l'auto-ranging, donc on est obligé de choisir manuellement son calibre. Pourquoi t'as accepté de réparer un truc pareil? Pourquoi tu lui as pas dit au gars, justement comme t'as dit au début de la vidéo, achète-toi un truc comme ça quoi. Alors premièrement, pourquoi j'ai accepté de réparer cette chose là? Parce que ce sont des appareils qui, malgré que ce soit des cadrans aiguilles, sont extrêmement précis. Et en fait le cadran aiguille, si vous voulez, ça a un gros avantage pour voir tout ce qui est variation de tension ou variation de courant. En fait, le fait que l'aiguille bouge sera toujours 1000 fois plus rapide qu'un afficheur LCD. C'est clair. Il y a une époque où j'avais fait un stage à la SNCF et j'étais étonné que dans le service électrique où j'étais, pour faire des mesures sur certains signaux qui bougeaient assez vite, voilà, donc c'était un signal... on arrivait, il y avait un fort pic de tension, puis après ça redescendait légèrement, puis il y avait un temps pour que ça redescende, enfin c'était assez compliqué. Et j'étais étonné de voir que certes ils avaient des multimètres comme ça, voilà, mais ils ne les utilisaient pas du tout pour ces mesures de signaux un peu spéciaux, ils utilisaient des multimètres analogiques. Parce que la représentation analogique, en fait l'aiguille, voilà, elle va vous montrer vraiment la variation soit abrupte, soit très lente d'une tension ou d'un courant. C'est pour ça que ces trucs là sont vachement utiles dans un labo d'électronique. Moi j'en ai pas, mais je devrais en avoir, je devrais m'en équiper d'un. Et c'est quand même de petites bestioles assez sympas. En plus, bon, c'est un truc qui est quand même d'une bonne marque, et c'est un truc qui coûte quand même encore assez cher. Ces choses là n'ont pas de cote qui baisse en fait. Le matériel électronique de test haut de gamme, ça coûtera toujours un petit peu cher de toute façon. Il faut toujours mettre un peu d'argent pour avoir quelque chose de qualité, j'ai envie de dire. Donc, comme je vous ai dit, ce truc là, il a pris un court-circuit quoi. Alors là, plusieurs solutions, plusieurs possibilités à l'intérieur. Soit
ça va être très simple, c'est-à-dire qu'en gros je vais voir un composant qui a fait chou-fleur, donc qui a complètement cramé. Et donc je pense que dans ce cas-là, ce serait ce composant-là qu'il faudrait changer. Et attention, c'est uniquement dans le cas où l'appareil a été, comme je dirais, stressé. Parce que si jamais vous avez un composant sur une carte qui a fait chou-fleur alors que l'appareil, il n'a pas été stressé, il n'a pas reçu de court-circuit, il n'a rien eu, là il faut vous inquiéter parce que c'est pas normal qu'il fasse chou-fleur. Hein. Voilà. Alors la deuxième possibilité après, c'est que j'ai pas de composant qui ait fait chou-fleur, donc j'ai pas de traces visibles. Et là ça va être beaucoup plus dur pour retracer le circuit avec tous les composants et vérifier tous les composants. Donc je prie vraiment pour que ce soit une réparation entre guillemets simple et que j'ai un composant qui est pété. Voilà. Donc on va passer de suite au démontage. Une chose qu'on remarque aussi avec ces multimètres là, vous avez vu par rapport au flux, il y a pas mal de caoutchouc autour, c'est très renforcé, c'est très amorti on va dire. Donc déjà il y a le grand caoutchouc devant qui dépasse. Donc si jamais le multimètre est posé comme ça, on n'aille pas à rayer cette partie là ou qu'on n'aille pas la casser. C'est des vitres en plexi, mais comme elles sont assez larges, si jamais vous avez un petit truc pointu qui arrive, vous pouvez peut-être la briser. Mais aussi c'est plein de trucs en caoutchouc, plein de trucs absorbants, parce que ces modules là, ces modules d'aiguille analogique sont plutôt fragiles et sont plutôt sensibles aux vibrations. Vous voyez que là je le tourne un petit peu, comme ça, hein, sans trop faire un mouvement brusque non plus. Vous voyez que l'aiguille bouge beaucoup. C'est des trucs qui sont quand même assez sensibles aux vibrations, et donc du coup pour les protéger, ils les mettent dans un truc en caoutchouc qui fait que quand il est posé, normalement l'appareil, vous regardez votre mesure, et si vous bougez pas trop la main, ben, votre mesure elle sera bonne. Et un dernier truc qu'on veut voir aussi, c'est, alors je sais pas si vous l'avez remarqué, je suis pas sûr, mais vous voyez derrière l'aiguille, là il y a un petit miroir. Et ce miroir là, en fait, ça sert à avoir une lecture précise de la valeur. Ça permet d'éliminer l'erreur qu'on appelle erreur de parallaxe. Parce qu'en fait, si on regarde avec un angle légèrement en biais, on n'est jamais parfaitement en face d'un écran comme ça, hein, c'est même d'un écran LCD, hein, bon, là il n'y a pas d'erreur de parallaxe parce qu'on n'a pas de lecture avec une aiguille. Donc ça permet d'éliminer l'erreur de parallaxe. Parce que si on est légèrement comme ça sur le côté, on va pas avoir la même valeur que si on est comme ça pile au centre, ou que si on est comme ça sur ce côté là. Et en fait il faut tout simplement, quand on regarde l'aiguille, il faut pas qu'on puisse voir l'ombre de l'aiguille dessous, il me semble. Il faut qu'on puisse voir qu'un seul trait en fait, et ça veut dire qu'on est en face et qu'on a la valeur correcte. Alors pour démonter l'engin, bon ben ça va être assez simple. Donc on va l'enlever de sa coque en caoutchouc, qui est d'ailleurs assez souple. Vous voyez que l'appareil a du vécu quand même, hein. Il n'est pas tout jeune. Hein. Alors à l'arrière on a le compartiment des piles et une béquille. Donc la béquille c'est pour le positionner comme ça. Voilà. Donc à une utilisation sur banc de test, c'est très bien. Il bouge pas trop donc il n'a pas besoin de son machin en caoutchouc. C'est pas mal. Donc le local à pile, donc normalement devrait pouvoir se retirer facilement. Je vais devoir retirer ce truc là. Ouais, c'est ça, je dois retirer la base, là, le socle, pour pouvoir avoir accès au local à pile. Donc là, très classique. Hein. Et d'ailleurs bien mieux foutu que sur celui-là. Bah, sur celui-là, on doit enlever vraiment toute la carrosserie pour pouvoir accéder aux piles ou au fusible. Alors que là, on a des compartiments séparés. Donc assez classique. On a une pile 9 volts pour alimenter le tout. Voilà. Alors maintenant, les nouveaux multimètres, ils ont plus de pile 9 volts. Hein. C'est plus autant énergivore. Hein. C'est des piles AAA ou des AA, un truc assez classique. C'est un truc qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Ce petit truc là au milieu là, c'est pas du tout une vis, hein. C'est pour ajuster en fait la valeur du 0 sur l'écran. Voilà, pour pouvoir, quand on tourne derrière, vous voyez, c'est un truc qu'on peut tourner. Si j'arrive à mettre le tournevis dedans, vous voyez. Et en fait, je vais le tourner à droite et à gauche. Voilà, et vous voyez que l'aiguille va bouger. Ça permet de mettre le 0 en fait, tout simplement. Donc à l'arrière on a deux fusibles. Alors le premier truc que je vais faire, c'est que je vais sortir les fusibles si j'y arrive. Je sais pas du tout comment c'est designé là pour le sortir. Je vois pas du tout comment le sortir. Je pense que d'origine sur les fusibles qui doivent remonter d'origine, il doit y avoir une petite languette en plastique pour les tirer ou un truc comme ça. J'en suis même quasiment sûr. Voilà, donc là on se retrouve avec nos deux fusibles là sortis, donc je vais pouvoir les tester. Alors j'ai pris le multimètre, donc là le flux.
en mode testeur de continuité, donc avec le bip. Donc quand il y a une continuité, il y a un bip. Et s'il y a une continuité, ça veut dire que le fusible est bon. Donc là, déjà je remarque que le fusible, la cartouche que j'ai ici, c'est une cartouche 10 par 38. Donc ça c'est une taille standard de cartouche de l'industrie ou de maison. Certains coupe-circuits à cartouche fusible utilisent des 10 par 38. Et là c'est du GL comme type. Alors dans un multimètre, mettez toujours des fusibles soit de catégorie GG, soit GL. C'est des fusibles qui ne sont pas retardés. Vous avez des fusibles qui s'appellent AM, qu'on peut trouver alors, généralement dans une couleur verte, hein, il me semble. Donc des fusibles qu'on appelle AM, qui veut dire accompagnement moteur. Et en fait, ils sont retardés. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous, mettons que ce soit un fusible de 10 ampères, si jamais vous faites passer 15 ampères, le fusible ne va pas fondre de suite. Il va fondre si vous laissez passer 15 ampères en prolongé. Pourquoi? Parce qu'en fait, un moteur, quand on le démarre, il consomme 6 à 7 fois le courant nominal de fonctionnement. Et donc, du coup, si jamais on avait des fusibles standards, à chaque fois qu'on démarre notre moteur, eh bien, on cramerait nos fusibles. Et justement, le fait d'avoir un fusible retardé, c'est pas du tout bon pour votre appareil parce que lui, les 15 ampères, pendant, je sais pas, par exemple, 30 secondes, il va peut-être pas pouvoir les encaisser. Donc, mettez des fusibles rapides, on va dire. Surtout pas de fusible retardé. Donc, cet épilogue sur les fusibles est terminé. Je trouve que je fais beaucoup d'épilogues électrotech en ce moment-là, c'est bizarre. Alors, on va tester le fusible. Bon, il m'avait dit qu'il les avait changés, donc sans aucun doute, celui-là, il est bon. Et on a un petit fusible là. Sûrement un truc qui devait être d'origine, je sais pas. Bon, lui aussi il est bon. Très bien. Donc on sait déjà que il s'est pas planté, qu'il m'a pas menti et que les fusibles ont vraiment été changés. Donc on va continuer le démontage. Alors pour démonter, on a une vis, deux vis, trois vis, quatre vis. Donc ce sont des vis à tête plate. Ce n'est pas le truc que j'apprécie le plus, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Tiens, d'ailleurs, vous voyez que c'est marqué ici ITT Instruments Matrix Annecy, Made in France. Voilà, et celui-là date de 1992. Marqué juste là, 1992. Je sais pas si vous avez réussi à voir. Alors là, il y a un nom, donc j'essaie de le cacher, mais bon. Voilà, 1992. Donc il a quand même de l'âge. Il est plus vieux que moi. Hein. Pas de beaucoup, mais il est plus vieux que moi. J'ai desserré les 4 vis, on va pouvoir enlever le capot au-dessus. Ah, on a un fil qui retient. D'accord, ok. Ah oui, effectivement. Ah, c'est pas mal foutu le système. Donc ça c'est un... Ce que vous voyez ici, c'est une plaque. Certainement de cuivre. Je sais pas, j'ai pas envie de la décoller. Donc une plaque de cuivre qui est reliée donc à un fil. Qui permet juste d'assurer un blindage sommaire à l'arrière. Tous les multimètres un tant soit peu haut de gamme possèdent ce genre de blindage de toute façon. Par contre ça risque de me gêner si je dois démonter un peu le multimètre. En tout cas on va vérifier un petit peu si ça sent le cramé comme on dit. Hein. Donc je vais sentir un petit peu le truc. En bas ça sent pas du tout le cramé, mais par contre en haut ça sent bien le cramé, ouais. Et pourtant je vois je vois rien de suspect. Donc pour me faciliter la tâche, je vais enlever ce petit fil là qui est soudé. C'est pas une cosse, hein. On pourrait croire que c'est une cosse, mais il est vraiment soudé. Donc du coup je vais faire chauffer le fer. Et on se retrouve une fois que le fil est retiré. Donc voilà, ça y est, j'ai retiré le petit fil de masque, elle est là, hein, donc qui servait à faire le blindage. Et on se retrouve devant donc, deux petits circuits imprimés, d'une épaisseur assez sympathique d'ailleurs. Voilà, bon, comme d'habitude, dans ses qualités, c'est plutôt bien fait. On a donc deux parties distinctes. Donc ça c'est plutôt une partie analogique qui doit s'occuper à mon avis de tout ce qui est abaissement de tension, il doit y avoir plein de trucs là-dedans. Et qui doit aussi driver directement l'afficheur à aiguille qu'on a là. Et en haut ça doit être une carte numérique je pense, parce qu'il n'y a pas grand chose dessus, vous voyez, c'est
Voilà, il y a 2-3 trimmers, donc des petites résistances ajustables. Transistor, il n'y a pas grand chose. Le plus gros circuit à mon avis de l'ensemble, c'est ce ICL 7136 CPL qui est un convertisseur analogique numérique. Donc il peut récupérer les infos dans cette carte là et qui a la faculté de pouvoir driver directement un petit afficheur LCD. Donc c'est assez cool. Et aussi j'oubliais, dans la carte qu'on a en dessous là, on a aussi tout ce qui est entrée. On a les entrées aussi qui passent, alors certaines passent par des fils, d'autres sont reliées directement à la carte. Il y a des circuits de protection. Ça c'est le shunt donc, de courant, le shunt 10 ampères, donc c'est... Tiens, je vais pouvoir vous faire un comment ça marche un ampère-mètre en fait. Donc comment ça marche un ampère-mètre. Si vous voulez en fait on a donc le courant qui va passer dans ce shunt là. Voilà, et ce shunt là il est d'une résistance connue. Voilà, une résistance extrêmement faible forcément pour ne pas perturber la mesure. Et comme on a une résistance qui est connue ici, et qu'on peut mesurer la tension aux bornes de ce shunt, on peut via la loi d'Ohm connaître le courant. Voilà, et c'est globalement comme ça que ça marche. Et ça c'est très très commun dans tous les multimètres. Vous verrez un shunt de courant comme ça. Pas comme ça tout le temps, des fois c'est des barres de fer. Des fois c'est des trucs avec des mesures à 4 points, enfin 4, oui c'est à 4 points comme on dit. Il y a plein de méthodes d'implémentation, mais ils marchent tous à peu près pareil. Voilà. Alors, donc on va commencer à inspecter un petit peu la carte. Je vois rien de cramé, c'est assez bizarre. Je vais vous la passer ici. Il n'y a rien de cramé, hein. Donc je vais enlever... Enfin, il n'y a rien de visiblement cramé. Ça s'annonce mal là. Je vais enlever la carte analogique. Voilà, donc là on va pouvoir retirer la carte analogique. Je pense qu'elle est juste enfichée avec des connecteurs carte à carte. Oui, ça a l'air d'être le cas. Elle bouge, elle vient. Ok. C'est un peu violent, mais bon. Donc on a des fils. Et là, on a un bon paquet de fils dessous et on a un connecteur carte à carte. Et ces trucs là, on ne dirait pas, mais si on en veut en bonne qualité, ça coûte quand même plutôt cher. Bah, rien de cramé, c'est désespérant quoi. Donc on a la tension qui arrive ici. Alors, petite attention aux détails. Je vais éviter que tout se barre quand même, j'ai envie de pouvoir le remonter. Vous voyez qu'ils ont utilisé ici un câble coaxial pour la prise, donc c'est pour tension et résistance. Donc un petit câble coaxial pour se blinder là, pour pas avoir des interférences dans le signal. Et c'est un petit coax qui va ici, voilà, qui est blindé et qui va jusqu'au point de mesure là ici, qui va arriver là. Et après bon, il y a tout un truc analogique qui fait que on récupère des infos et qu'on a une tension qui est lue quoi. Tout un circuit analogique que je ne décrirai pas parce que je ne le comprends pas moi-même. C'est désespérant, il n'y a pas grand chose. Il y a beaucoup de fils, vous voyez, donc c'est une construction qui est... Pourtant c'est assez vieux, ça date de 92. Et vous voyez qu'il y a encore beaucoup de fils volants, mais ça vient aussi du fait qu'on est une aiguille. Hein. Si on avait eu juste un simple afficheur LCD, ils auraient pu tout mettre sur une carte assez simplement et puis mettre des pistes qui drivent les 7 segments. Mais là on doit attacher manuellement ce petit module d'aiguille là. Ces trucs là on peut les acheter séparément, c'est des trucs qu'on peut utiliser directement, presque directement comme voltmètre on va dire. Voilà, donc il y a quand même un paquet de fils. Mais je vois rien de cramé. Donc du coup je vais continuer à inspecter un petit peu, on va bien voir. Hein. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je disais que dans cette zone là ça sentait le cramé plus que ailleurs. Et bien si je soulève le petit fil noir qu'on a ici, là, juste là, si ça va bien faire le point, on a une piste
qui a pris un petit coup et qui a l'air d'avoir fait un peu fusible. Donc du coup c'est cool, je pense que je vais remettre un peu de soudure là-dessus et on va voir si ça va repartir. Parce que je pense que c'est cette piste là qui est coupée et je suis persuadé qu'en fait on a le moins qui doit passer quelque part par là, revenir et ici passer dans le circuit de protection. C'est quasiment sûr. Et si c'est coupé au milieu, ben forcément la partie analogique du système va rien recevoir, donc il va pas lire de tension. Et s'il n'y a rien dans la partie analogique, la partie numérique n'affichera rien non plus. Logique. Donc je vais faire un petit pontage là sur cette piste et on va bien voir ce que ça donne. Mais en tout cas ça a bien charbonné parce que ça a quand même enlevé le vernis. Parce que vous savez il y a un vernis sur les circuits imprimés, ça a quand même vaporisé le vernis, c'est pas mal. Donc voilà, donc j'ai fait un pont là sur la connexion. Donc après petit contrôle visuel avec la caméra, ça m'a l'air bon. Je sais pas pour le moment, on va tester. Hein. Donc voilà, ça y est, j'ai remis mes fusibles. Puis ma pile. Donc je vais hop, allumer l'appareil. Je vais me mettre en position 2 volts, donc ça c'est bon. Je prends mes sondes. Bon. Commun. Ça sent bon ça. Quand j'ai mis le doigt, il y a eu l'aiguille qui a bougé, donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Hop. Non, rien du tout. Désespérément, rien du tout. Alors peut-être que après c'est mal branché. Honnêtement, ça m'étonnerait. Rien du tout. Non, sur aucun des circuits. Donc je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Donc après avoir cherché un petit peu avec mon multimètre en mode testeur de continuité où aller en fait ce qu'on branche ici dans la fiche com, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une deuxième piste qui était cramée dans le haut. Donc là je l'ai soulevé, donc vous allez la voir facilement. Donc là c'est sous les fils, donc très sympa. Elle est juste là en fait. Et donc du coup elle est cramée. Donc je vais la remplacer par un bridge. Hein. Je vais faire avec une patte de résistance, je vais chanter la piste. Parce que de toute façon on a deux petits trucs là pour pouvoir insérer des pattes de. Enfin un composant, donc du coup je vais utiliser des pattes de résistance pour faire ça. Et on va voir s'il repart. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand on arrive à ce point là on commence à rentrer dans la partie donc du maximum 7136, donc l'analog to digital converter, pardon, et on passe aussi dans cette partie analogique, donc ça pourrait être bien ça la clé du mystère. Donc voilà, ça y est, j'ai fini de réparer la deuxième piste qui était cuite, on va dire. Alors bon, il s'allume, donc on va le mettre en bip. Et on va le mettre en résistance et on va vérifier que le test de continuité fonctionne. Donc ça c'est super. Ensuite je vais le mettre en voltmètre. 2 volts. « 1,402 », c'est ce qu'on a fait tout à l'heure sur le flux, donc ça c'est bon. Donc voilà, ça y est, il arrive à nouveau à faire ses mesures. Apparemment, donc l'écran LCD est en accord avec le petit écran. Ce truc là, quand je l'ai remonté, j'ai fait attention à bien le remonter dans le bon sens. Je vais vérifier que tous les trucs fonctionnent, bien entendu. Je vais vérifier que la calibration est toujours à peu près correcte. Voilà, et je le rendrai à son propriétaire. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.